Monsieur Elbilia, et c'est à moi de vous faire comprendre et aimer les mathématiques, au moins pendant toute cette année. Le premier chapitre d'aujourd'hui, c'est l'étude de tous les nombres qui existent avec lesquels on a fait les mathématiques. Quels sont les ensembles de nombres qui existent? Eh bien, les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Alors commençons parce que, tant mieux, vous connaissez déjà, l'ensemble des entiers naturels. Le voilà, on l'appelle N, c'est la première lettre du mot naturel. Cet ensemble est formé par 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. C'est un ensemble infini. L'ensemble des nombres est infini parce qu'on peut toujours en ajouter sans arrêt. Maintenant, dans certains problèmes, dans des classes peut-être un peu supérieures, si on a envie d'écrire l'ensemble des entiers naturels, mais sans le nombre 0, ça s'écrit n avec une astérisque, une étoile, ça fait 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Donc, si l'on veut se débarrasser du nombre 0, dans certains cas, dans certains problèmes, eh bien, on met une petite étoile. Dans cet ensemble, on peut faire apparaître l'ensemble des nombres entiers pairs, P. Eh bien, le voilà. Il contient 0, 2, 4, 6, etc. jusqu'à l'infini. Ensemble des nombres entiers impairs, c'est I égale 1, 3, 5, 7, etc. jusqu'à l'infini. Donc tout ça, bon, vous le saviez déjà, bien sûr. Ensemble, maintenant, des nombres entiers, mais relatifs. Que veut dire le mot relatif? Eh bien, relatif veut dire ça dépend de autre chose qu'on a pris pour base. Exemple, pour la température. Pour mesurer la température, par exemple en degrés Celsius ou centigrades, eh bien, on définit d'abord une base qui est le 0 degré. Comment est cette température de 0 degré? Eh bien, c'est dans une casserole, par exemple, le mélange d'eau et de glaçons. Voilà. Quand c'est quelques minutes des glaçons dans l'eau, la température de cette eau est choisie comme base 0 pour mesurer la température. Par exemple, le corps humain sera à plus 37 degrés, environ, plus 37 degrés Celsius. Voilà, ou centigrades. Voilà le 0 degré qui est le mélange d'eau et de glace, qui a été choisi. Maintenant, dans certains pays, il fait très froid et on peut avoir des températures de moins 20 degrés Celsius. Alors, que veut dire c'est plus et c'est moins? Eh bien, le plus dans ce cas veut dire plus chaud que la base. Et moins 20, ce sera dans la région des températures plus froides. Donc, plus chaud, on mettra un signe plus, et maintenant, froid, on mettra le signe moins. C'est-à-dire que c'est moins, vous voyez, moins chaud que 0 degré. Donc, dans l'échelle des températures, la base choisie, c'est le mélange d'eau et de glace. Et par rapport à cette base, nous aurons pour les différents cas, des températures d'un côté ou de l'autre de la base. Comme ici, plus chaud, ce sera noté positif, et plus froid, ce sera noté négatif. Pour l'argent, eh bien, 0, ça signifie qu'on n'a rien, on n'a pas d'argent. Et si l'argent est gagné, on le mettra positif, plus. Et si l'argent est perdu, dans les comptabilités, on le mettra avec le signe moins. Donc, dans le cas de l'argent, un nombre sera positif
cet argent sera gagné, ou négatif quand il sera perdu. Encore un exemple, l'altitude. Eh bien, les mathématiciens ont choisi le niveau de la mer comme base 0. Donc voici la mer, n'est-ce pas? Et on dira que l'altitude est égale à 0. Voilà ce que j'appelle une base. Maintenant, au-dessus de la mer, eh bien, l'altitude sera comptée négative. Et, vous voyez, en dessous du niveau de la mer, eh bien, l'altitude sera comptée négative. Par exemple, ce petit bâton que je dessine peut être à 20 mètres en dessous du niveau de la mer. Et si on se trouve au-dessus, par exemple à 30 mètres, on dira l'altitude vaut plus 30. Tout ça pour vous dire quelle est cette base que l'on choisit. Donc, que veut dire un nombre relatif? Relatif veut dire ça dépend de. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'une base par rapport à laquelle on va mesurer une certaine grandeur. Nous avons vu que la base pour la température, c'est le mélange d'eau et de glace. Pour l'argent, le 0 signifie le compte est à 0, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. L'argent gagné est marqué en plus, perdu est marqué en moins. L'altitude, eh bien, la base choisie, c'est le niveau de la mer, ou le niveau de l'eau dans un lac tranquille, pour ne pas que ça bouge, bien sûr. Au-dessus de ce niveau, eh bien, l'altitude sera positive. En dessous, elle est comptée négative. Maintenant, la date. Dans le calendrier actuel, la base choisie dans le calendrier est celle de la naissance de Jésus-Christ. Et après cette date, quand le temps s'écoule, eh bien, la date sera comptée positive. Et lorsqu'un événement s'est produit avant cette date, eh bien, la date sera comptée négative. Il y a eu des événements, vous voyez, qui se sont produits avant la date 0, qui est la naissance de Jésus-Christ, et des événements, vous voyez, produits après et comptés positifs. Donc, même pour la date, nous avons un nombre qui est relatif, positif si l'événement s'est produit après, négatif si l'événement s'est produit avant la date choisie comme base. La base 0, c'est la naissance de Jésus-Christ. Alors, comment va s'écrire maintenant l'ensemble des nombres entiers mais relatifs? Eh bien, il est facile de les dessiner, de les représenter sur une droite. Alors, voici une droite qui nous donne une direction. Sur cette direction, on peut se déplacer dans un sens. Alors, on peut se déplacer comme ça. Donc, je dirais mouvement dans le sens numéro 1. Mais on peut aussi se déplacer comme ça. Donc, je mets une flèche pour indiquer le mouvement dans le sens numéro 2. Et le mathématicien, avant de commencer son problème, choisit l'un des deux sens de mouvement comme sens positif. On a l'habitude de prendre comme sens positif le mouvement vers la droite. Donc je mets ici un plus. Alors maintenant, je vais graduer cette droite. Voilà, je la gradue. Voilà, suivez mon doigt. Voilà un mouvement qui vaut plus 2. Voilà un mouvement qui vaut moins 3, plus 1, plus 4, moins 2. Donc ces mouvements maintenant vont être munis d'un signe. C'est moi qui, à l'avance, dis, je vais compter positif un mouvement qui se fait vers la droite et je vais compter négatif un mouvement qui se fait vers la gauche. Il nous reste à placer la base. Eh bien, moi, comme base, je vais prendre ce point
Et je dirais, si je suis là, c'est que le mouvement par rapport à ce point est nul. Et maintenant, je vais placer des lettres A, B, C, voilà. Alors, quel est le nombre qui précise la place du point A? Eh bien, on imagine que l'on fait le mouvement toujours à partir de ce point appelé origine. Donc, pour situer le point A, voilà ce mouvement. Eh bien, ce mouvement est égal à plus 2. Et ce mouvement que j'ai fait s'écrit comme ça. Regardez, OA avec un petit trait, égale plus 2. Après, quel est le mouvement qui nous amène le point B à partir du point O? Le voilà, ce mouvement. Il se fait vers la droite, donc je dirais ce mouvement à partir de O est égal à plus 3. Et cette distance, ce mouvement, est mesuré par un nombre appelé abscisse. Abscisse OB égale plus 3. Et pour le point C, à partir de O, je fais ce mouvement. Donc le point C est connu par son abscisse moins 2. Et j'écrirai OC égale à moins 2. Donc, les points que j'ai marqués ici donnent l'image des entiers relatifs. Regardez, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et ça nous donne l'ensemble des entiers relatifs appelés Z. Je vais le marquer ici maintenant. Donc, l'ensemble des entiers relatifs est désigné par cette notation Z. C'est l'ensemble infini, depuis moins l'infini. Après, on arrivera à moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. 0 n'a pas de signe. Plus 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à l'infini. Donc, voici l'ensemble des entiers relatifs. Maintenant, l'ensemble des entiers relatifs pairs. Notez Z+. Le voilà. 0, ou bien positif, pardon. L'ensemble des entiers relatifs positifs. 0, plus 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à l'infini. Ensemble des entiers relatifs négatifs. On part de moins l'infini et on arrive par exemple à moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Donc 0, les mathématiciens qui l'ont décidé, appartient à la fois à Z+, et à Z-. Encore une remarque. Dans la pratique des mathématiques, on est autorisé à ne pas écrire le signe plus quand le nombre est positif. C'est-à-dire que, par exemple, plus 5, eh bien, on a le droit de le noter 5. Ce qui veut dire que l'ensemble des entiers positifs, donc Z positif, c'est-à-dire 0, plus 1, plus 2, plus 3, on a le droit de ne pas marquer le signe. Donc, on va retrouver l'ensemble des entiers naturels. Ensemble des nombres décimaux. Alors, les nombres décimaux, bien sûr, à première vue, s'écrivent avec une virgule en général. Bien sûr, si vous mettez, par exemple, 5 ou moins 3, on peut dire que ça fait plus 5,00 autant qu'on veut. Moins 3 égale moins 3,00. Donc, des entiers positifs ou négatifs peuvent, à la rigueur, être comptés comme des nombres décimaux. Alors, oublions ce cas. Soit 7,5, eh bien, c'est 3,5. Voici la partie décimale. Elle ne contient qu'un seul chiffre et l'écriture de 7,5 est terminée. Donc,
on dit que la partie décimale est finie, c'est-à-dire qu'elle arrête. 12 cinquièmes moins 12 cinquièmes, ça fait moins 2,4. Là aussi, je me suis arrêté. Donc, la partie décimale est finie. Et pour ce nombre, ce sera 43,7. Celui-là, ce sera moins 0,57. Et celui-là, ça fera 7,283. Tous ces exemples sont là pour vous dire que la partie décimale est terminée, elle s'arrête. Et voilà donc la caractéristique d'un nombre décimal. Comment peut-on être sûr que le nombre que l'on va obtenir à partir de la fraction est décimal? Eh bien, ça veut dire qu'on peut le diviser par 10, par 100, par 1000. On peut le traduire par une fraction dont le dénominateur c'est 10, 100, 1000 et la suite, des puissances de 10. Mais, attention, si vous avez par exemple 13 demi, pourtant il n'y a pas un 10 ici, d'accord, mais on peut se ramener à 10. Au lieu de 2, on peut marquer 10. Comment ça? En multipliant par 5 les deux nombres. Donc ça fait 65 dixièmes, c'est-à-dire 6,5. Encore un exemple. 11 divisé par 5. Là, il n'y a pas 10, mais on peut se ramener à 10. Comment? Eh bien, en multipliant par 2, ça fait 22 sur 10, ça fait 2,2. Donc, on est sûr que l'on a une fraction décimale si le dénominateur est formé de puissance de 2 ou de 5. Un exemple. 3 divisé par 8. Tiens, là il y a 8. Pourtant ce n'est ni 2 ni 5. Ah oui, mais 8 c'est 2 au cube. Donc ça fait 3 sur 2 au cube. Nous allons multiplier maintenant par 5 au cube. Ça nous donne 3 fois 125 sur 10 au cube, c'est-à-dire 1000. Ça fait 3 fois 5, 15, 3 fois 2, 6, 1, 7, 3 fois 1, 3, voilà, sur 1000. Et ça fait finalement 0,375. Donc, si l'on a au dénominateur des puissances de 2 ou des puissances de 5, on peut toujours se ramener, en multipliant les deux termes de la fraction, à des puissances de 10. Donc, il s'agit bien de nombres décimaux. Voilà encore des exemples. Vous voyez, 15 divisé par 2, moins 714 divisé par 25, parce que 25 c'est 5 au carré. Ou bien on peut avoir, bien sûr, des produits de puissance de 2 ou de 5 au dénominateur, et alors on est sûr d'avoir un nombre décimal. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, je vous répète, un nombre est décimal si, dans son calcul, la partie décimale s'arrête. On dit qu'elle est finie. Voilà, c'est tout. Et comment savoir à l'avance si l'on a juste la fraction pour dire qu'elle est décimale? Eh bien, le dénominateur c'est ou 2, ou 5, ou des puissances de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, etc. Ou bien encore, si le dénominateur est seulement écrit sous forme d'un produit de puissance de 2 ou de 5. Donc, entre nous, chaque fois qu'il n'y a que des 2 et des 5 au dénominateur qui se multiplient entre eux, on a une fraction représentée par un nombre décimal. C'est-à-dire dont la partie décimale s'arrête. Elle est finie. Maintenant, voilà le petit résumé que j'ai écrit. Un nombre est décimal si la partie décimale est finie, c'est-à-dire si elle s'arrête. Il peut s'écrire sous forme de fraction dont le dénominateur est un produit de puissance de 2 ou 5. Passons à la suite. Ensemble Q des nombres rationnels. Pour ne pas que vous ayez peur des mathématiques,
il faut bien comprendre le langage, le vocabulaire des mathématiques. Que veut dire le mot rationnel? Il vient du mot raison. Un nombre est dit rationnel lorsque sa valeur peut être comprise par notre raison, notre logique, notre cerveau. Donc, un nombre est rationnel lorsqu'on peut l'accepter, lorsque ce nombre est compréhensible par notre raison. Alors, ce nombre est dit rationnel lorsqu'il provient d'une fraction. Regardez des exemples. 7 divisé par 3. Ça fait 2,333, autant que vous voulez, jusqu'à l'infini. Ces points, vous voyez, ce petit pointillé veut dire que ça continue jusqu'à l'infini. 34 sur 9, le voilà. 219 sur 99, le voilà, le voilà. Donc, à première vue, un nombre est rationnel. Déjà, lorsque dans son écriture, dans sa valeur, la partie décimale est infinie. Mais, à part ce détail, il faut dire aussi que la partie décimale peut être connue par nous. Elle est connue sans être écrite puisqu'elle est infinie. On ne va pas s'amuser à écrire un nombre avec une infinité de décimales. Hein? Donc, on finit par la penser, bien sûr. Alors, regardez ici, le 3 revient sans arrêt. Donc, ce nombre 3 qui revient sans arrêt s'appelle la période du nombre rationnel. Voilà le 7 qui revient sans arrêt. Donc, ce 7 aussi est la période de ce nombre, 34 neuvième. Donc, on dira que la partie décimale est périodique. Et dans la vie normale, qu'est-ce qui est périodique? Eh bien, un exemple facile, l'appellation des jours de la semaine. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et après, eh bien, ça revient. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après, ça revient encore. Donc, voilà pourquoi on appelle ça un mot, vous voyez, une partie décimale périodique, qui revient sans arrêt. Et là, on comprend très bien, ici par exemple, la période, c'est-à-dire la partie décimale qui revient sans arrêt, là voilà, elle est égale à 21. 21, 21, 21, jusqu'à l'infini. Et 51 septième, eh bien, regardez, 7,285, 714. Et on répète, 285, 714, 285, 714, etc., etc. Donc, un nombre comme cela est un nombre rationnel. C'est-à-dire que la partie décimale est infinie, d'accord, mais on la connaît, notre raison la connaît. C'est pour ça qu'on l'appelle rationnel. Ici, c'est le 7. On sait qu'il n'y a que des 7 jusqu'à l'infini. Là, on aura 21, 21, 21, 21, jusqu'à l'infini. Et ici, 285, 714. Vous voyez, la partie décimale est faite par des périodes qui se répètent, identiques à elles-mêmes, jusqu'à l'infini. Un nombre est rationnel si la partie décimale est infinie et si la partie décimale est périodique. Alors maintenant, le contraire. On nous donne un nombre écrit sous forme décimale jusqu'à l'infini, périodique. Comment retrouver la fraction? Eh bien, regardez, il faut trouver x. Alors, nous allons d'abord multiplier par 10, par 100, par 1000 pour arriver à la période. Ici, je vais calculer 10x. Ça nous fait 53, virgule, 3, 3, 3, 3, etc. jusqu'à l'infini. Donc, voilà, c'est parti périodique. Et maintenant, l'astuce est de faire une soustraction membre à membre. Je répète ici. X égale 5,333, etc. Regardez, on va se débarrasser de cette partie décimale infinie.
Comment? On va faire une différence membre à membre. C'est-à-dire, comme ici par exemple, 8 égale 8, 3 égale 3. Quand on fait une différence entre les membres de gauche et les membres de droite, on peut écrire 8 moins 3 égale 8 moins 3. On fait la même chose ici. Donc, 10x moins x, ça fait 9x, égale. Quand on fait la différence, les deux parties décimales, quel bonheur, vont disparaître. 53 moins 5, ça fait 48. Donc, x égale 48 divisé par 9. Voilà la fraction qui a donné ce nombre rationnel dont la partie décimale est infinie. Encore un exemple. Ici, je ne vais pas multiplier par 10. Pourquoi? Je vais le faire exprès pour que vous voyez bien ma faute. Si je multiplie par 10, ça va être 21,5, 15, 15, etc. Au secours, ici, c'est pas possible. La partie décimale n'est pas la même qu'ici, qui commence par 1. Alors, eh bien, il faudra multiplier par 100. Alors, calculons 100 fois x. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver, voyez, à la tranche de la partie décimale périodique. Donc, je multiplie par 100. Ça fait 215,15. Ah, là, j'ai retrouvé, voyez, la partie décimale, que je répète ici. Ça fait x égale 2,15, 15. Vous voyez que la partie décimale infinie est restée la même. Alors, on va soustraire membre à membre. 100x moins 1x, ça fait 99x, égale la partie décimale au diable. Elle s'en va, c'est fini. C'est ce qui nous avait fait trembler de peur tout à l'heure, à cause du mot infini. La partie décimale disparaît. 215 moins 2, ça fait 213. Donc, que vaut x? Eh bien, x égale 213 divisé par 99. Et voilà, donc, la leçon pratiquement finie sur les nombres rationnels. J'espère que le mot rationnel ne vous fera plus peur. Rationnel veut dire que notre raison accepte et peut concevoir, qu'elle peut comprendre ce mot. Parce qu'il nous est facile de comprendre que ce 3, eh bien, se répète jusqu'à l'infini. Ici aussi, le 7, le 21. On arrive à comprendre que, vous voyez, à retrouver toutes ces parties décimales, elles sont dans notre cerveau, elles sont capables, on est capable donc d'en prendre quelques-unes faciles. Dans quel cas est-on sûr que le nombre est rationnel? Eh bien, c'est tout le contraire de décimal. Tout à l'heure, on avait dit, un nombre est décimal lorsqu'il s'écrit sous forme de fraction, avec comme dénominateur des multiples de 2 ou de 5. Tout ce qui n'est pas multiple de 2 ou de 5 n'est pas un nombre décimal et c'est un nombre rationnel. Regardez, si vous dites, par exemple, 7, vous voyez, divisé par 11. En bas, il n'y a pas 2, il y a 11. Ce n'est ni 2 ni 5. Donc voilà un nombre, on est sûr qu'il est rationnel. Et si on se sert de la calculatrice, eh bien, la partie décimale va remplir tout le cadran de la calculatrice. Donc, dès qu'il n'y a pas 2 ou 5, c'est que le nombre est rationnel. N'ayez plus peur de ce nombre, vous voyez, rationnel. Un nombre est rationnel lorsque, sous forme de fraction, il s'écrit avec un dénominateur qui n'est pas multiple de 2, pas multiple de 5, qui ne soit pas un multiple de 10, 100, 1000, voilà. Dès qu'il y a en bas, exemple, 5 sur 7, vous voyez, 4 sur 3, voilà, on est sûr que tous ces nombres sont des nombres rationnels, parce qu'il n'y a pas un produit de multiples de 2 ou 5. Alors, voilà maintenant un petit piège. Dans les interros, le professeur dit, ce nombre, 4,1313, est-il un nombre rationnel ou décimal?
Ah, il faut bien ouvrir les yeux. Regardez, la partie décimale s'arrête. Donc, ça, c'est un nombre décimal. Puisqu'on s'est arrêté ici. Mais, le piège, le voilà. Si on écrit 4,13, 13, 13, avec des points de suspension, alors là, on dira que c'est un nombre rationnel. Regardez le piège. Donc, si le professeur ou le livre propose ce nombre avec une partie décimale qui s'arrête, le nombre est décimal. Si il y a des points de suspension, eh bien, ça veut dire que ça ne finit jamais, donc que le nombre est rationnel. Alors, quels sont les cas particuliers? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Si on dit par exemple 2, il appartient aux entiers naturels. Mais je peux dire aussi que c'est plus 2. Donc il appartient aussi à Z. C'est-à-dire que l'ensemble Z contient tous les nombres de N. Encore. Si j'écris, par exemple, 3 et c'est tout, je peux l'écrire 3,000. Eh bien, ce nombre écrit comme ça, eh bien, fait partie des nombres, vous voyez, ça ne finit jamais, il fait partie des nombres rationnels. Voilà. C'est-à-dire que vous avez d'abord les entiers naturels, et voilà. Il est englobé par l'ensemble des entiers relatifs, Z. Là, par exemple, on a 0, 2, 7, 11. Eh bien, avec Z, on aura en plus ici les nombres négatifs. Parce que ça, c'est assimilé à Z+. Maintenant, il reste ici Z-. Voilà. Après, nous avons l'ensemble des nombres décimaux. C'est-à-dire, par exemple, 5,14. Voilà. Moins 2,17. Nombres décimaux. Après, nous avons les nombres rationnels, Q. Par exemple, 7,2222 sans arrêt. Et enfin, maintenant, les nombres qui ne sont pas rationnels. Ouh là là, je vais vous faire peur. Alors, les nombres qui ne sont pas rationnels, c'est le contraire de rationnel. Donc, on les appelle irrationnels. Eh bien, celui que vous connaissez bien, c'est le nombre pi. 3,14. Après, il y en a d'autres. Voilà ce dont je me souviens. Quelle est la particularité d'un nombre irrationnel? Premièrement, la partie décimale est infinie. Deuxièmement, il n'y a pas de période. Donc, lorsqu'un nombre s'écrit sous forme décimale, pour qu'il soit irrationnel, il faut deux conditions. Premièrement, que la partie décimale soit infinie. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait de période dans ce nombre. Et voilà, et ça nous donne un nombre qui est irrationnel. Alors, si au nombre rationnel, on ajoute les irrationnels, on obtient l'ensemble des nombres réels. Et voilà l'ensemble de tous les nombres réels. Vous avez n, le nombre, vous voyez l'ensemble n, je vais l'écrire ici, qui est inclus. Voilà le signe qui veut dire qu'il est dedans. On n'écrit pas appartient. On écrit par exemple que 5 appartient aux entiers naturels. Mais l'ensemble des nombres 3 et 5, cet ensemble est inclus dans les entiers naturels. Je répète, un élément appartient à un ensemble. Mais un ensemble, on ne dit pas qu'il appartient à un autre ensemble. On dit qu'il est inclus. Alors, N est inclus dans Z. Lui-même, inclus dans les nombres décimaux. Lui-même, inclus dans les nombres rationnels. Lui-même, inclus dans le nombre ensemble des réels. Voilà.
Après cette leçon, vous pourrez vous inscrire à mathématiques supérieures l'année prochaine. Alors, regardez, l'ensemble des entiers naturels est inclus dans Z, lui-même, inclus dans l'ensemble des décimaux, partie décimale qui s'arrête. Lui-même, B, inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire la partie décimale est infinie, mais elle est périodique. Et cet ensemble est inclus dans tous les nombres réels qui contiennent les nombres en plus irrationnels. Donc, est inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q, inclus dans R. Et vous voilà un spécialiste donc, de tous les nombres qui existent. Ensemble des entiers naturels connus, ensemble des entiers relatifs, d'accord, entiers relatifs. Ça veut dire positif et négatif. Ensemble des nombres décimaux, ensemble des nombres rationnels, et enfin, pour conclure, ensemble des nombres réels. Alors, je vous remercie. À tout à l'heure pour la suite, c'est-à-dire fractions et nombres relatifs. Merci. Alors, nous passons maintenant au deuxième chapitre, qui est la révision de l'année dernière, nombres relatifs et fractions. Alors, ensemble des entiers relatifs, on vient d'en parler. De moins l'infini à plus l'infini, en prenant tous les entiers négatifs ou positifs. Alors, comment faire addition et soustraction? Alors, si l'on veut ajouter le nombre relatif plus 4, plus 4, alors, ce plus veut dire et. Alors, plus 4, c'est-à-dire plus 4, donc 4. Et maintenant, on va ajouter moins 3. Ben, ça veut dire moins 3. Maintenant, on veut soustraire plus 5. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Et ça nous donne moins 5. Pour soustraire un nombre négatif, on ajoute son opposé. Ça fait plus 2. Tiens, comment est-ce que notre esprit peut comprendre moins 2 égale à plus 2? On va imaginer que le professeur, au résultat d'une interro, vous dit « Vous avez copié, vous êtes bavard, je vais vous enlever, vous avez bavardé, j'enlève 2 points de la note. » Puis, vous lui prouvez que ce n'est pas vous qui avez parlé. Alors, il vous dit « Eh bien, je vais retirer la punition. » Donc, moins 2, donc vous récupérez vos 2 points. Je répète, à la suite d'une punition. Voilà. On vous dit, j'enlève 2 points. Une punition, j'enlève 2 points. Et vous prouvez que ce n'est pas votre faute. Alors le professeur vous retire la punition. Donc vous récupérez vos 2 points. Et ça marche aussi, bien sûr, pour l'argent des impôts. Hein. Si on retire un impôt, eh bien, c'est autant de gagner. Alors, des exemples. J'ajoute 5 et j'ajoute 3. Donc, j'ai ajouté 8. Pourquoi est-ce qu'on va ajouter tout? Parce qu'on ajoute et on ajoute. Donc, on ajoute tout. 5 et 3, 8. Ici, j'ajoute 5 et j'enlève 3. Ah, ça fait donc plus 2. Comment faire cette opération? Lorsque les signes sont différents, on fait la différence et on met le signe du plus grand. Ici aussi, on fait la différence et on met le signe du nombre le plus important, ça fait moins 2. Maintenant, j'enlève 5 et j'enlève 3. Donc, j'enlève tout. J'enlève tout. Moins 5 et moins 3, ça fait moins 2. Par exemple, je recule de 5 et je recule de 3. Donc, j'ai reculé de 8. Encore des exemples. Plus 2 plus 7. Ça fait plus 9. J'ai ajouté tout. Ah, attention. Positif, négatif. Donc, je fais la différence. Et je mets le signe du plus fort. Encore. Signe différent. Je fais la différence. Ça fait 5. Je mets le signe du plus grand. Aïe,
Attention, là, j'enlève et j'enlève. Donc, j'enlève tout, c'est-à-dire les 9. Encore. Plus 5, plus 5, ça fait plus 10. Plus 5 moins 5, ça fait 0. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Moins 5 moins 5, j'enlève tout, 10. Plus 3 plus 1, ça fait plus 4. Plus 3 moins 1, la différence, ça fait 2. Et on met le signe du plus grand. Moins 3 plus 1, on fait la différence, 2. Et on met le signe du plus grand. Aïe, là, j'enlève et j'enlève. Donc j'enlève tout, les 3 et les 1. Maintenant, le produit, c'est-à-dire la multiplication, ou le quotient, c'est la division des nombres relatifs. Alors, plus 2 par plus 5, ça fait plus 10. Celui-là est négatif. Plus par moins, ça nous donne moins. 2 fois 5, 10. Moins par plus, moins. 2 fois 5, 10. Attention, moins par moins, comme ici. Moins par moins, ça a donné plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc, moins par moins, plus 2 fois 5, 10. Encore. Plus 4 fois plus 3. Chaque fois que l'on doit écrire un nombre relatif, au début, on doit mettre une parenthèse. Et quand on écrit deux parenthèses, une à côté de l'autre, comme ça veut dire la multiplication. Plus par plus, ça donne plus. 4 fois 3, 12. Attention maintenant, là il n'y a pas les parenthèses, donc ça fait addition, soustraction. Plus 4 plus 3, ça fait plus 7. Méfiez-vous. Plus par moins, ça fait moins. 4 fois 3, 12. Pourquoi ai-je multiplié? Parce qu'il y a deux parenthèses et aucun signe entre elles. Ça veut dire multiplier. Pour éviter les dangers, à côté, je mets presque la même chose. Plus 4 moins 3. Il n'y a pas de parenthèse. Donc, plus 4 moins 3, ça devient une soustraction de nombres relatifs. Ça fait plus 4 moins 3. Les signes sont différents. La différence vaut 1 et on met le signe plus du plus grand. Encore. Là, ça veut dire une multiplication. Quand c'est écrit comme ça. Moins par plus, moins 4 fois 3, 12. Mais, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins par moins, plus 4 fois 3, 12. Mais attention, là, il ne s'agit pas de multiplication. C'est, vous voyez, une simple soustraction. Moins 4 et encore moins 3, ça fait moins 7. Exprès, je mets des opérations qui, on dirait, se ressemblent, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Encore. Là, ça veut dire une multiplication, un produit. Plus par plus, plus. 7 fois 7, 49. Un piège. Plus 7 plus 7, ça fait plus 14. Là, ça veut dire un produit, une multiplication. Plus par moins, moins. 7 fois 7, 49. Plus 7 et moins 7, ça fait 0. Vous voyez, ne confondez pas, hein, attention. Là, ça veut dire une multiplication. Moins par plus, moins. 7 fois 7, 49. Pourquoi multiplication? Parce qu'il y a, vous voyez, deux parenthèses écrites une à côté de l'autre. Là, non. Moins 7 plus 7, ça fait 0. Moins 7 que multiplie moins 7. Ça fait moins par moins plus, 7 fois 7, 49. Attention, piège. Moins 7, ça fait moins 14. Là, la division. La règle des signes est la même que pour les produits. Quelle est cette règle? Plus par plus, ça donne plus. Plus par moins. Pardon, attendez, je vais mettre moins par moins. Moins par moins, ça donne plus. Comme dans l'exemple du début. Moins 2 par moins 5, ça fait plus 10. Après, plus par moins, ça donne moins. Moins par plus, ça donne moins. Voilà la règle des signes dans une multiplication, dans un produit. Comment s'en souvenir? Eh bien, plus veut dire ami. Moins veut dire ennemi. Et ça marche. Regardez. L'ami de mon ami, c'est mon ami.
L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Ça amuse quand même beaucoup d'élèves au début quand ils apprennent ça. Alors, la règle des signes dans une division est la même que dans une multiplication. Plus par plus, ça donne plus. Plus. 6 divisé par 2, ça fait 3. Plus par moins, ça fait moins. 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins par plus, moins. 6 demi, 3. Moins par moins, plus. 6 demi, ça fait 3. Encore des exemples. Plus 2 par plus 10. Alors, plus par plus, ça fait plus. On simplifie par 2, ça fait 1 cinquième. Plus 2 par moins 10. Plus par moins, moins. 2 dixièmes, 1 cinquième. Moins par plus, moins. 2 dixièmes, 1 cinquième. Moins par moins, plus. 2 dixièmes, ça fait 1 cinquième. Plus par plus, 3 douzièmes. On simplifie par 3, ça fait 1 quart. Plus par moins, moins. 3 douzièmes, 1 quart. Moins par plus, moins. 3 douzièmes, 1 quart. Moins par moins, plus 3 douzièmes, ça fait 1 quart. Alors, maintenant, nous allons ajouter ou soustraire des fractions ou bien les multiplier entre elles. Il faut à tout prix se rappeler la propriété importante des fractions. Laquelle? Regardez, 2 égale 2 sur 1. Si je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, ça fait 4 demi. 4 divisé par 2, ça fait 2. Maintenant, je veux ici 3. Alors, regardez bien. Au lieu de 1, j'ai multiplié par 3. Ici aussi, ça fait 6. 6 tiers, ça fait 2. Au lieu de 1, j'ai mis 4. J'ai multiplié par 4. Ici aussi, ça fait 8. 8 quarts, ça fait 2. Au lieu de 1, j'ai multiplié par 5. Ici aussi, 5 fois 2, 10, etc., etc. Par exemple, si je mets 6, au lieu de 1, il y a 6. J'ai multiplié par 6. Ici aussi, ça fait 12. Donc, quelle est cette propriété à ne jamais oublier? Une fraction garde la même valeur si on multiplie son numérateur et son dénominateur par le même nombre. À quoi ça sert? Ça sert à ajouter ou à soustraire des fractions. Vous allez voir. Regardez. J'ai dit qu'on pouvait multiplier les deux termes par un même nombre. Alors, on va multiplier 3 par 2. Ça fait 6. Ça veut dire qu'on va les réduire au même dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ajouter des tiers et des demi. Ce n'est pas la même longueur. Regardez, voilà une unité. Voilà un tiers. Voilà un tiers. Le voilà. Voilà un demi. Voilà un demi. Ce n'est pas la même longueur. On ne peut pas les ajouter. Alors, il faut d'abord les réduire au même dénominateur d'après cette propriété. Regardez. Au lieu de 3, j'ai mis 6. Donc, j'ai multiplié par 2. Vite, 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 on multiplie par 2 au numérateur. Ça fait 10. Je répète. Au lieu de 3, j'ai mis 6. J'ai multiplié par 2. Vite, je multiplie par 2 également le numérateur, pour ne pas que la fraction perde sa valeur. Une fraction garde la même valeur si l'on multiplie ou divise les deux termes par un même nombre. Sauf 0, bien sûr. Alors, donc, ici, au lieu de 3, j'ai mis 6. J'ai multiplié par 2. Ici aussi, ça fait 10. Au lieu de 2, j'ai mis 6. Donc, j'ai multiplié par 3. Le voilà. Eh bien, ici aussi par 3. Ça fait 21. Donc, maintenant, on peut ajouter ou soustraire des sixièmes. Ce sont des sixièmes. Combien il y en a? Il y en a 10 plus 21. Et ça fait 31 sixièmes. Allez. Là, je n'ai pas vu de fraction. Eh bien, il suffit de mettre 1. 1 fois 5, 5. Au lieu de 1, j'ai mis 5. J'ai multiplié par 5.
numérateur aussi, ça fait 20. 5 est resté 5. Donc ce 3 va rester 3. Combien ça fait 2 cinquièmes? 20 et 3. 20 plus 3. Et finalement, ça fait 23 cinquièmes. Encore. 7 moins 1 quart. Je mets 1 pour ne pas me tromper. Quel est le dénominateur commun? 1 fois 4, 4. Le voilà. Et par la suite, on l'écrira une seule fois, quand vous serez entraîné. Au lieu de 1, j'ai mis 4. J'ai multiplié par 4. Ici aussi, ça fait 28. 4 est resté 4 dans la deuxième. Donc 1, ça va rester 1. Combien ça fait de quart? 28 moins 1. 28 moins 1. Et ça fait 27 quarts. Ici, je ne vais pas multiplier tous les dénominateurs. Pourquoi? Ben, il faut réfléchir un peu. Parce que 10, c'est déjà un multiple de 5 et de 2. Donc, je vais garder 10 comme dénominateur. Je répète. Il faut essayer de simplifier les calculs. Donc, ici, regardez, 10 est déjà un multiple de 5 et 2. Donc, je vais garder 10 comme dénominateur commun. Et après, je répète ce que j'ai dit. Au lieu de 1, il y a 10. J'ai multiplié par 10. Ici aussi, ça fait 20. Plus 10 est resté 10. Donc 7, ça va rester 7. Moins, au lieu de 5, il y a 10. J'ai multiplié par 2. Ici aussi, ça fait 6. Plus, au lieu de 2, j'ai mis 10. J'ai multiplié par 5. Ici aussi, ça fait 25. Et maintenant, vous comptez les dixièmes. 20 et 25, ça fait 45. Moins 45. Et 7, 52. Moins 6, ça fait 46. 10. Je peux diviser par 2. Ça fait 23 divisé par 5. J'ai peur de me tromper dans les calculs. Alors, 20 et 25, 45. Et 7, 52. Moins 6, ça fait 46. Sur 10, ça fait 23 cinquièmes. Tout le monde est distrait, donc c'est comme dans une orthographe, il faut bien relire quand on a fini l'orthographe. Eh bien ici aussi, quand on a fait des calculs numériques, on a le droit de relire pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Produit, ça veut dire multiplication. Ou quotient, ça veut dire division. De fraction. Alors, 2 fois 3 cinquièmes. 2 fois 3 objets. Ça fait 6 objets. Ça fait 6 cinquièmes. Si je mets 1 ici, vous voyez 2 fois 3, 6, 1 fois 5, 5. Là, je mets 1. 5 fois 4, 20. 3 fois 1, 3. Là, vous voyez qu'on ne peut pas simplifier. 7 fois 11, 77. 2 fois 5, 10. Maintenant, pour diviser, eh bien, la division, c'est l'inverse de la 9 cinquièmes, divisé par 2. Divisé donc par 2 sur 1. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Ça fait 9 fois 1, 9. 5 fois 2, 10. 3 quarts, divisé par un cinquième. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Ça fait 3 quarts, que multiplie 5 sur 1. C'est-à-dire 15 sur 4. 7 tiers, divisé par 2 onzièmes. Ça fait 7 tiers que multiplie l'inverse. 11 demi. Il faut voir si on ne peut pas simplifier, bien sûr. 7 fois 11, 77. 3 fois 2, 6. 8 divisé par 3 demi. Ça fait 8 sur 1. Divisé par 3 demi. Donc, 8 sur 1 que multiplie 2 tiers. On ne peut pas simplifier. 8 fois 2, 16. 1 fois 3, 3. Vous voyez comme c'est facile. Alors maintenant, dans le cas général, avec des lettres, voilà le résumé de la leçon sur les fractions. Regardez, quand on a par exemple 7 cinquièmes plus 3 demi, quel est le dénominateur commun? 5 fois 2, 10. On les a multipliés. Alors ici, on ne connaît pas B et D, donc le dénominateur commun,
ce sera le produit. Et B que multiplie D, voilà comment ça s'écrit. Au lieu de B, j'ai multiplié par D, ici aussi. Ça fait AD, plus. Au lieu de D, le voilà. On a multiplié par B, ici aussi. Et comme on ne connaît pas la valeur des lettres, ça s'arrête là. Allez, ici, dénominateur commun, c'est B fois D, c'est-à-dire BD. Au lieu de B, j'ai multiplié par D, ici aussi, ça fait AD. Moins, au lieu de D, le voilà, j'ai multiplié par B, au numérateur aussi, ça fait BC. Je ne peux pas aller plus loin parce que ce sont des lettres dont on ne connaît pas la valeur. Pour multiplier deux fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux, ça fait AC, et on multiplie les dénominateurs entre eux. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Ça fait ici A sur B, que multiplie l'inverse, D sur C. C'est-à-dire, ça fait AD sur BC. Ici, vous mettez 1, ça fait AB sur une fois C, ça fait C. Et là, ça fait A que multiplie l'inverse, C sur B. Je mets 1, ça fait AC sur B. Là, je mets 1 pour diviser par une fraction multipliée par l'inverse. Ça fait X sur Y que multiplie 1 sur A. Maintenant, bien sûr, dès le début, il fallait dire B différent de 0, C différent de... Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Ici, on ajoute Y différent de 0. Là, c'est petit c qui est différent de 0. Ici, petit b. Chaque fois que vous écrivez une fraction avec des lettres, il faudra écrire que le dénominateur doit être différent de 0 parce que personne au monde ne sait diviser par 0. Donc, quand on écrit une fraction comme A sur B, pour être tranquille, à côté, vous mettez B doit être différent de 0. Des exemples. Le dénominateur commun, c'est 15. Allez, au lieu de 5, j'ai mis 15. J'ai multiplié par 3. Le numérateur aussi. Ça fait 3 fois A. Plus, au lieu de 3, j'ai mis 15. J'ai multiplié par 5. 5A. Puisque c'est le même objet A, alors je peux ajouter, ça fait 8A sur 15. Vous voyez, là on a A et encore A. C'est le même objet que l'on peut collectionner. Ici, ça fait 12. Au lieu de 4, il y a 12. J'ai multiplié par 3, donc ça fait 15A. Moins. Au lieu de 3, il y a 12. J'ai multiplié par 4, ça fait 4A. C'est le même objet A. Donc ça fait 11A sur 12. Ici, 4 fois 3, 12. Au lieu de 4, il y a 12. J'ai multiplié par 3. Ça fait 15A. Moins. Au lieu de 3, il y a 12. J'ai multiplié par 4. Ça fait 4B. Mais là, on ne connaît pas A et B. Donc ça reste comme ça. Et voilà, donc les derniers. Le dénominateur commun, c'est A. Donc, c'est le même. Donc, au numérateur, ça fait 5 moins 2, c'est-à-dire 3 sur A. Ici, le dénominateur, c'est AB. Au lieu de A, j'ai multiplié par B. Ça fait 5B. Plus, au lieu de B, il y a AB. J'ai multiplié par A. Ça fait 3A. Ça s'arrête parce qu'on ne peut pas ajouter B et A puisqu'on ne les connaît pas. Ici, le dénominateur, c'est AB. Et on multiplie les numérateurs et ça fait 15. Et voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine leçon. J'espère que vous avez tout compris.